Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 90e épisode de Finances fondamentales. Bien content aujourd'hui de vous faire la synthèse du deuxième vidéo de ma trilogie de Ben Félix qui s'intitule Covered Call ETFs. Je rappelle que tout ce que je dis sur le podcast, c'est dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers, donc je t'invite à consulter un professionnel si tu as besoin de conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Quand Ben Félix parle de Covered Call ETFs, il parle de FNB à option d'achat couverte. Il dit qu'il y a plusieurs investisseurs qui sont attirés par ces produits-là à cause de leurs dividendes élevés et de leur rendement apparemment intéressant selon le niveau de risque qui est proposé. J'ai choisi cette vidéo-là parce que j'ai reçu quelques messages sur des FNB comme HYLD qui offre un dividende de 11,73% et qui est supposément moins risqué qu'un FNB indiciel. Par contre, Ben Félix dit que ces chiffres-là sont le résultat de différentes entourloupes financières brillantes qui n'ont pas un réel ratio risque-rendement plus intéressant que d'autres produits. Selon lui, ces produits-là ont même de grandes chances de moins bien performer sur le long terme et sont plus coûteux en plus à posséder et fiscalement moins avantageux. On va voir ensemble pourquoi il prend cette position-là et qu'il dit que ces produits-là sont pas vraiment en fait de ce qu'ils ont l'air d'être. Donc, son premier point, c'est quoi une option d'achat? Donc, une option d'achat en bourse qui est également connue sous le nom de call en option, donc covered call, ça vient de là. C'est un contrat financier qui va donner à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un actif financier à un prix qui est prédéterminé. Donc, on va appeler ça un prix d'exercice ou un strike avant une date d'échéance spécifiée. Donc, tu donnes le droit à quelqu'un d'acheter ton action à tel prix, mais il n'est pas obligé de l'acheter jusqu'à une date d'échéance que vous décidez ensemble. En fait, que vous décidez ensemble, les produits se vendent sans que tu parles à l'autre personne, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les options d'achat sont souvent utilisées dans le cadre de stratégies de trading et d'investissement pour profiter des fluctuations du prix des actifs. Donc, voici quelques éléments clés à connaître sur les options d'achat. Le premier terme à connaître, c'est l'acheteur de l'option. Donc, l'acheteur d'une option d'achat va payer une prime pour acquérir le droit, mais pas l'obligation, je rappelle, d'acheter l'action ou l'actif sous-jacent à un prix déterminé. Donc, ça lui donne un potentiel profit si le prix de l'actif augmente. Deuxième concept à connaître, c'est le vendeur de l'option, donc celui qui va émettre l'option. C'est le vendeur qui va percevoir la prime qui est payée par l'acheteur. Donc, en échange, le vendeur va assumer l'obligation potentielle de vendre son action à l'acheteur si celui-ci décide d'exercer son droit d'achat. Donc, il y a l'acheteur qui va payer une prime pour pouvoir acheter une action à un prix fixé d'avance et il y a le vendeur qui va avoir une prime pour donner l'option à l'autre d'acheter son action à un prix X. On va voir plus tard qu'est-ce que ça peut faire tout ça. Il y a le prix d'exercice ensuite, le strike. Donc, ça, c'est le prix auquel l'acheteur de l'option peut acheter votre action. Donc, c'est fixé au moment de la conclusion du contrat. Donc, vous déterminez le prix d'achat va être 100 $, peu importe si l'action descend. Donc, si elle descend, il ne va pas l'acheter. Mais si l'action monte, il peut toujours l'acheter à 100 $. La date d'échéance, c'est la date à laquelle l'option va expirer. Donc, après cette date-là, l'acheteur n'a plus le droit d'exercer son option. Il n'a plus le droit d'acheter votre action au prix d'exercice. Et enfin, la prime, c'est le prix qui est payé par l'acheteur à l'émetteur de l'option pour acquérir justement cette option-là. Donc, le prime, c'est le coût initial de la transaction. Le vendeur est assuré de toucher cette prime-là. On y va avec un exemple parce que c'est un peu complexe. Donc, imaginez que vous êtes intéressé par l'achat d'actions d'une entreprise, mais vous préférez attendre quelques semaines pour voir comment va évoluer le marché. Par contre, vous avez peur que le prix des actions augmente dans quelques semaines. Donc, pour vous protéger contre une éventuelle hausse des prix, vous pourriez acheter une option d'achat. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous devez choisir l'option. Donc, vous devez acheter une option d'achat sur les actions de l'entreprise qui vous intéresse. Donc, si le prix actuel des actions est de 50 $, vous pouvez choisir un prix d'exercice de 55 $ et vous payez une prime de 2 $ pour chaque option que vous achetez.
Donc, dans le premier scénario, si le prix des actions augmente, qu'est-ce qui arrive? Donc, si à l'expiration de l'option que vous avez achetée, le prix des actions XYZ est supérieur à 55 $, bien, tu pourrais exercer ton option d'achat. Donc, ça signifie que tu pourrais acheter les actions à 55 $, donc le prix d'exercice qui avait été déterminé, même si le prix du marché est plus élevé. Donc, si les actions sont rendues à 65 $, bien, tu les achètes à 55 $ quand même. Donc, tu as fait 10 $ de profit par action, moins ton 2 $ de la prime, donc tu as fait 8 $ de profit par action. Dans le deuxième scénario, bien, si le prix des actions reste inchangé ou diminue, donc si le prix des actions est à 55 $ ou inférieur, bien, tu n'es pas obligé d'exercer ton option. Tu peux simplement laisser l'option expirer et tu perds ainsi seulement la prime que tu as payée, soit 2 $ par action, par exemple. L'avantage de la stratégie d'option d'achat, c'est que tu peux protéger ta capacité à acheter les actions à un prix spécifique, même si le prix du marché augmente, mais ça a un coût qui est la prime à payer. Et si le prix des actions n'augmente pas assez pour compenser la prime, ben tu peux avoir une perte qui est nette. Donc, on comprend mieux c'est quoi un call, là, une option d'achat, mais c'est quoi un covered call? C'est le deuxième élément de synthèse. Donc, un covered call, qu'on appelle un appel couvert, c'est une stratégie de trading d'options dans laquelle un investisseur va détenir une position qu'on appelle longue sur un actif sous-jacent, là, comme les actions, et va vendre simultanément, donc en même temps, une option d'achat sur cette action-là. Donc, la position longue sur l'action, donc investie à long terme sur cette action-là, va couvrir la vente de l'option d'achat. C'est pour ça qu'on appelle ça covered call. Je vous explique un peu comment fonctionne cette stratégie-là de façon plus claire. Donc, la première étape, c'est que l'investisseur possède déjà un certain nombre d'actions dans une entreprise. On va dire Apple, par exemple. Il va ensuite vendre une option d'achat sur ces actions-là. Donc, il va être le vendeur de l'option d'achat et non l'acheteur. En échange de la vente d'options d'achat, bien, vous allez recevoir une prime, le prix qui a été déterminé avec l'acheteur de l'option. Il y a certains avantages au covered call. Donc, les avantages, c'est que vous allez générer du revenu, donc vous allez encaisser la prime de l'option d'achat, ce qui peut vous servir de revenu supplémentaire, en particulier lorsqu'il y a des marchés qui sont légèrement baissiers. Et ça va vous protéger à la baisse. Donc, la prime de l'option va vous offrir une certaine protection si votre action diminue, parce qu'elle va réduire en fait l'impact de cette baisse-là, parce que vous aurez été en même temps compensé avec la prime que l'acheteur vous aura donnée. L'inconvénient, bien, c'est le plafonnement des gains. Donc, en échange de la prime, bien, vous acceptez que votre gain plafonne à un certain niveau parce que la vente de l'option d'achat va être fixe à un prix de vente. Donc, dans l'exemple de tantôt, si votre action est à 50 $ et que le prix d'option est 55, bien, si vous montez à 65 $, vous aurez fait du profit sur votre action dans la croissance de l'action jusqu'à 55 et ensuite, le vendeur vous aura redonné vos actions. Par contre, vous n'aurez pas profité du gain de 55 à 65 $. Donc, vos gains sont plafonnés. Vous avez également des pertes potentielles. Donc, si le prix des actions baisse beaucoup, même la prime ne va pas compenser nécessairement la perte, mais va la compenser seulement en partie. Donc, la stratégie du covered call, c'est souvent utilisé par des investisseurs qui veulent générer des revenus supplémentaires tout en conservant une position à long terme sur leurs actions. Donc, en gros, on croit à une entreprise, mais on se protège le cul en cas où le prix baisse. C'est un petit peu ça. Par exemple, si vous avez 100 actions de la société X, actuellement négociées à 50 $ par action, vous êtes bien satisfait de détenir ces actions à long terme, mais vous pensez que l'action pourrait baisser ou rester relativement stable au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Vous décidez donc de mettre en place une stratégie de covered call pour faire des rendements tant qu'à rien faire pendant ce temps-là avec le titre. Donc, vous avez 100 actions de l'action X à 50 $, donc une valeur totale de 5 000 $. Vous décidez dans la deuxième étape de vendre une option d'achat couverte, donc le prix actuel de l'action est de 50 $ et vous avez un prix d'exercice, comme on a vu tantôt, de 55 $ et vous recevez 2 $ par action pour cette option d'achat-là. Donc, avec vos 100 actions, vous faites 200 $ avec les primes. Voici les 3 scénarios possibles à l'expiration de l'option qui est généralement mensuelle. Habituellement, on va se donner 1 mois pour exercer l'option, mais ça peut varier selon chaque contrat. Dans le scénario 1, si le prix de l'action reste inchangé ou diminue, donc la personne ne va pas exercer son option d'achat, donc ce qui arrive, c'est que vous allez avoir eu 200 $ et vous allez conserver vos actions XYZ.
dans le scénario 2, si le prix de l'action augmente au-dessus de 55 $, ben, l'acheteur de l'option peut exercer son option et acheter vos actions à 55 $ par action. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez vendre vos actions à 55 $. Donc, vous allez réaliser un profit de 5 $ par action, donc de 500 $, en plus du 200 $ des primes, donc un profit de 700 $. Scénario 3, si le prix de l'action chute beaucoup, bien, la personne, bien sûr, ne va pas exercer son option d'achat. Vous allez conserver la prime de 200 $, mais vous allez garder vos actions et subir les pertes de cette chute-là. La prime va par contre atténuer partiellement la perte de la valeur de l'action. Donc, en gros, la stratégie du covered call, c'est un compromis entre générer des revenus à partir de nos actions qui font peut-être rien et on accepte, de l'autre côté de la médaille, là, de plafonner nos gains potentiels avec ce titre-là. Troisième élément de synthèse, c'est le mirage des dividendes. Donc, le covered call, l'appel couvert, là, ça permet de générer beaucoup de revenus, donc des dividendes élevés, surtout si vous avez déjà des actions à dividendes pour lesquelles vous proposez des options d'achat, mais le risque, c'est de perdre des rendements potentiels infinis. Il dit que les gens considèrent souvent les dividendes et les gains en capital différemment dans leur tête, donc apprécient recevoir l'argent dans leur compte de dividendes, alors qu'une fois qu'on les combine, on se rend compte que le rendement total est plus important et que le rendement seulement en dividendes peut être moins grand que si on avait juste eu du gain en capital à cause de l'aspect fiscal de la chose, donc on est plus imposé sur des dividendes que sur du gain en capital. Aussi, il ne faut pas oublier que le marché monte plus souvent qu'il baisse historiquement. Donc, bien sûr, l'inverse est possible aussi, là, mais en vendant des options d'achat, sachant que le marché monte plus souvent qu'il baisse, ben vous risquez de justement ne pas profiter de la croissance de votre action et de mettre un plafond alors qu'on sait que la bourse défonce souvent ce plafond-là historiquement. Quatrième élément de synthèse, c'est des rendements plus bas. Donc, Ben Félix dit que les études montrent que quand les bons ratios sont utilisés dans ce type de produit-là, les rendements avant frais sont moins intéressants dans les FNB avec des options d'achat couvertes que si vous auriez juste conservé un FNB identique avec les actions au lieu de vendre des options d'achat. Et ça, c'est avant les frais de gestion. Il dit donc que les Covered Call ETFs, donc les FNB à options d'achat couvertes, sont donc dominés par des stratégies beaucoup plus simples comme de l'investissement dans des FNB tout simplement indiciels. Dernier élément de synthèse, c'est une fiscalité désastreuse. Donc, il dit que ces produits-là sont typiquement moins efficaces fiscalement que les actifs sous-jacents, donc que les actions qu'on peut tout simplement conserver, notamment à cause du gain en capital, que si l'action monte trop, ben on n'en profite pas du tout. Il compare notamment VOO, donc qui est l'indice du SP500, si je ne me trompe pas, c'est en plein ça, l'indice du SP500, mais américain, que si on avait les mêmes actifs sous-jacents, mais en stratégie covered call, donc si on avait le SP500, mais avec une stratégie d'option d'achat couverte, si le rendement était similaire, là, donc on dit qu'ils font le même rendement, mais même si on sait que habituellement le FNB avec option d'achat va faire un moins bon rendement, donc avec un taux de taxation de 0,6 pour le covered call et de 0,3 pour VOO, on est donc 2 fois plus taxé dans ce type de produit-là avec option d'achat couverte que si vous prenez un FNB indiciel. Donc, en conclusion, je suis bien conscient que c'est un épisode là, qui allait plus dans de la complexité, là, d'un produit que même moi, il a fallu que je lise beaucoup pour comprendre. Donc, dans un marché qui est flat ou négatif, la stratégie peut s'avérer judicieuse là, d'avoir des options d'achat couvertes. Mais on se rappelle que le market timing est difficile et que le marché est plus souvent haussier que baissier et que cette stratégie-là est perdante dans un marché haussier. La stratégie attire d'ailleurs des investisseurs qui sont attirés par le dividende élevé et par un ratio risque-rendement qui est supposément plus intéressant, mais observé avec des bons ratios, cette stratégie-là s'avère moins intéressante en termes de rendement et de risque, comme on l'a vu ensemble aujourd'hui. La plupart du temps, il s'agit donc d'une stratégie qui est moins intéressante tout simplement que de détenir des actifs par l'entremise d'un simple produit indiciel comme un FNB qui a des frais de gestion beaucoup plus bas. Donc, qu'est-ce que je retiens de cette vidéo-là? En gros, c'est que les Covered Call ETFs, donc les FNB à options d'achat couvertes, sont un produit qui attire l'œil à cause de dividendes élevés, donc 12% par exemple, avec certains FNB que j'ai vus, mais qui sont moins performants à long terme. La semaine prochaine, je fais la synthèse du dernier des 3 vidéos que je vous résume de Ben Félix, toujours en 2023,
qui s'intitule Are Structured Notes Products Good Investment? Donc, est-ce que les produits structurés sont de bons produits d'investissement? Ce jeudi, c'est une rediffusion, donc la rediffusion de l'épisode 10, qui est un excellent livre qui était « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » de Nicolas Bérubé. Ce jeudi, je vous présente également les positions 22 à 24 dans mon outil d'analyse pour celles que j'ai effectuées en mars 2024, soit la position 22 Anchor Wire, donc W-I-R-E, la position 23 Alpha Metallurgical Resources, AMR, et la position 24 Parex Resources, PXT.TO. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.